sont réputées très dangereuses du fait de leur toxicité. Elles sont capables de provoquer la mort, les blessures, une incapacité temporaire ou encore une irritation sensorielle. Les armes chimiques et leur utilisation préoccupent la communauté internationale. Aucun pays ne reste insensible à leurs dégâts. Le Togo a pris la mesure de la situation en mettant en place l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques. Son président est notre invité sur ce plateau, professeur Bruno Poyordé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Bayeva. Question scolaire pour commencer. Professeur, qu'appelle-t-on concrètement une arme chimique? Bien, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais avant tout remercier votre direction de m'avoir accepté sur votre plateau et vous personnellement. Donc maintenant, je peux répondre à votre question qui est toute simple. Armes chimiques, elles utilisent les propriétés toxiques des produits chimiques pour tuer ou pour blesser. Les armes biologiques utilisent les bactéries, les virus ou les parasites pour tuer. L'arme nucléaire utilise la radioactivité pour tuer. Donc les armes chimiques utilisent des produits chimiques toxiques pour tuer. C'est tout simple que ça. Donc à partir de là, vous convenez avec moi que un produit chimique toxique peut, dans un sens ou dans l'autre, être utilisé pour tuer. Alors, Président, dans l'imaginaire collectif, les armes chimiques telles qu'on en parle relèveraient du domaine de l'armée. On a entendu parler de l'utilisation de l'arme chimique dans des pays comme la Syrie. Par exemple, en quoi le citoyen lambda est-il concerné? Très bien. Dans ma définition, si vous êtes d'accord avec moi qu'une arme chimique utilise des produits chimiques, alors pourquoi ne pas admettre qu'un monsieur lambda a l'esprit malveillant puisse utiliser des produits chimiques et tuer. Donc, ça peut quitter de l'utilisation des militaires et tomber aux mains du citoyen lambda. D'où le IAC, ayant pris la hauteur de la mesure des dangers, comment dire, encourage le contrôle international ou international des produits chimiques, quel que soit leur type. Vous convenez avec moi que depuis ces dernières décennies, il y a une émergence inquiétante des groupements non étatiques qui prolifèrent de part et d'autre du monde. Alors ce genre de groupements non étatiques qui ne sont pas contrôlés, s'ils avaient entre les mains un produit chimique toxique, n'hésiteraient pas à l'employer. Vous voyez que c'est une situation assez inquiétante. Donc ça veut dire que les armes chimiques dont on parle échappent au contrôle même de l'État? Non. Les armes chimiques, les produits chimiques que les armes chimiques utilisent sont étroitement contrôlés. Mais du moment où ce sont des produits chimiques, les autres produits chimiques peuvent être, alors ça échappe au contrôle des États. Ça peut échapper au contrôle des États, puisque ces produits chimiques sont aussi utilisés dans l'industrie. Dans des laboratoires? Dans les laboratoires, n'importe où. Les mêmes produits chimiques. Alors, Président, depuis le lancement des activités de l'ANIAC, vous avez mené des tournées de sensibilisation dans toutes les régions du Togo. Comment se présente la situation liée aux produits chimiques dans votre pays, le Togo? Bien, je vous remercie. Moi, j'ai été très surpris lorsqu'on est, pour la première fois, atterri à Sokodé pour les sensibiliser. Et le préfet m'a contacté et dit que c'est la première fois de sa vie qu'il entend parler des produits chimiques. Et que notre atelier était le bienvenu. Alors, dans nos débats, je me rends compte que la plupart des citoyens togolais ne savent pas ce que c'est qu'un produit chimique. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis enseignant, je suis obligé de définir ce que c'est un produit chimique. C'est une substance qui a des propriétés physico-chimiques bien connues. Ça peut être l'odeur, la couleur, le goût, le point de fusion, le point d'ébullition, la densité et tout, et tout, tout. Et cette substance peut être utilisée telle qu'elle
ou bien être transformées pour obtenir d'autres substances et celles-ci aussi peuvent être transformées. Un exemple, vous prenez votre grain de maïs, vous allez le moudre. Votre femme vous fait votre pâte, vous mangez. Ça ne vous tue pas. Quelqu'un, lui, imagine cette farine, il va extraire l'amidon. L'amidon était déjà produit chimique. Donc d'origine naturelle. Donc on a dans le monde entier 2 grands groupes de produits chimiques, d'origine naturelle et d'origine synthétique. Le naturel, c'est qu'on les obtient à partir des végétaux, des animaux, du sol, de l'air et tout ça. Mais synthétique, il n'existe nulle part, il n'y a que l'homme qui les a imaginés, qui les a fabriqués pour améliorer nos conditions de vie sur Terre. Au fait, c'est ça la chimie. Les produits chimiques qu'on utilise ou qu'on fabrique, en fait, c'est pour améliorer notre condition de vie. Mais c'est des esprits malveillants qui imaginent, ou bien, dans le passé, les armées qui utilisaient alors ces produits pour tuer. Sinon, le produit chimique, intrinsèquement, il est fabriqué ou bien utilisé à des fins pacifiques. Votre complet, là, votre c'est du coton. Mais regardez la couleur qu'il a. Cette couleur ne disparaît jamais. Le colorant est le coton c'est quoi? C'est du cellulose à 100%. Le colorant, lui, il est là-bas indélébile. Vous imaginez que quelqu'un prenne ce colorant et qu'il ingère. Le colorant, c'est un produit chimique. Le sel qu'on a, c'est un produit chimique. Le vinaigre, c'est un produit chimique. Alors, c'est tout ce message, c'est ce message que vous avez adressé à l'endroit de ces populations que vous avez rencontrées lors de vos différentes tournées. Est-ce que ces populations elles-mêmes mesurent la situation, la dangerosité de ces produits? Non. C'est que si elles mesuraient, elles auraient au moins amélioré leur comportement vis-à-vis de ces différents produits chimiques. Eux, je ne sais pas intrinsèquement qu'est-ce qu'ils pensent des produits chimiques, mais je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas ce que c'est qu'un produit chimique. C'est là où il est un peu inquiétant qu'il faut faire comprendre aux citoyens que sur la tête, sur le monde ici, on n'a que de la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse. Et toutes ces matières, c'est de la chimie qu'il fait obtenir. La chaise ici, comment dire, votre mousse là-bas, c'est un polymère qu'on a fabriqué. Le cuir, c'est un polymère. Donc tout ce qui est matière, l'eau et tout, ça rentre dans l'aspect chimie. Donc tout ce qu'on a qui nous entoure comme matière, c'est de la chimie. Alors, professeur, il est possible aujourd'hui de trouver à chaque coin de rue des produits chimiques en vente. Quel cadre réglementaire pour gérer ce domaine? Bien, merci beaucoup. C'est un cas extrêmement interpellant. Prenons le cas le plus simple des pesticides. Tout distributeur de produits alimentaires vend en même temps des pesticides à côté des aliments. Les vendeurs ambulants d'essence. La bonne dame vend sa nourriture, les beignets ou tout, lui d'à côté avec son essence. Voilà ces 2 exemples. Des cas extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Vous ne pouvez pas vendre des aliments à côté des produits, des pesticides. Les pesticides, ça tue l'herbe, ça tue les insectes, ça tue et tout. Et côte à côte. Voilà des cas aussi simples dans nos comportements qui doivent être réglementés, donc qui doivent être corrigés pour qu'on puisse vivre avec des produits chimiques. Je vais le répéter, les produits chimiques sont destinés à améliorer nos conditions de vie. Et il faut adopter un comportement, comment dire, qui va exactement avec ces produits chimiques. Alors, lorsqu'on se met dans la rue, on n'est jamais loin de ces cas que vous décrivez. Mais la situation, elle est préoccupante, vous voulez dire? Oui, elle est préoccupante. Deuxième exemple, vous connaissez le polystyrène sert à emballer les matériels électroniques, les radios,
les téléviseurs dans les cartons. C'est ça qui amortit le choc pour que l'équipement ne se détériore durant le transport. C'est du polystyrène. Quand vous achetez le carton, vous le jetez avec le polystyrène. Regardez bien autour de vous, les moutons, les chèvres brutes mangent ça. Les poules aussi picorent ça. Et vous voyez qu'au bout du temps, quand on sacrifie l'animal, on va retrouver une grosse boule dans son estomac et on ne sait pas d'où ça vient. C'est notre cas. Bien, un exemple, vous achetez à manger chez la bonne dame et on vous sert dans un sachet en plastique. Un sachet plastique. Plastique. Vous mangez, il y a l'odeur de l'aliment. Un chien errant qui a faim, il avale le sachet. Il avale. Parce qu'il a senti l'odeur de viande et tout, il avale. Ce sont des comportements assez inquiétants, journaliers au jour le jour. Mais au-delà du chien ou de la chèvre qui va ingérer ces sachets, est-ce que l'homme lui-même n'encourt pas de risque en mettant des aliments dans ce sachet pour le manger? Mais bien sûr, il y a des réactions que nous ne voyons pas. Entre l'aliment, on ne sait pas les ingrédients qui sont dans l'aliment et probablement le polyvinyl chlorure qui a été utilisé pour faire le sachet. Il y a des réactions, parce que c'est la chaleur. Généralement, la chaleur favorise des réactions chimiques. Qu'elles soient lentes ou violentes ou très étendues dans le temps. La chaleur. Alors, Président, vous plaidez pour une approche participative dans la lutte contre les produits chimiques au Togo. Comment l'entrevoyez-vous? C'est très bien. C'est le problème que j'aimerais, franchement, que tous les départements ministériels s'asseyent pour mettre sur pied une politique nationale de gestion des produits chimiques. Parce que prenons le ministère de l'Agriculture. Il est doué pour gérer les pesticides et les intrants agricoles. L'environnement, vous le savez. La santé s'occupe des intrants dans les aliments et des produits pharmaceutiques. Et vous voyez, et chacun délivre des autorisations ou bien des agréments par-ci, par-là. C'est leur prérogative. Mais le ministère de l'Agriculture ne signalera jamais au ministère de la Santé que voilà, il a autorisé tel à importer telle chose. Et vice-versa. Donc il faudrait une institution qui va centraliser toutes ces données et que ces données circulent instantanément entre tous les ministères. Si un ministère donne un agrément, que les autres soient automatiquement avertis que tel importateur a été autorisé à importer tel produit, tel produit, tel produit. C'est tout simple. Et je pense que l'ANIAC, dans son jeune âge, je crois que l'ANIAC pourrait jouer ce rôle, de centraliser toutes les et construire une base de données pour tous les autres. Mais, vous savez, c'est une volonté politique aussi. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se fait. Alors, comment fonctionne l'ANIAC concrètement? L'ANIAC est une structure autonome, logée au ministère des Affaires étrangères. Et c'est une structure interministérielle. Il y en a 11 ministères, plus un délégué venant de la primature et un autre venant de la présidence. Ça fait 13 membres. Mais ces 13 membres ne sont pas impliqués dans leurs structures respectives de délivrer des agréments ou bien des autorisations. C'est une autre direction. Et dans un ministère, il peut y en avoir plusieurs directions qui sont habilitées à délivrer un agrément dans tel produit, ce qui est normal. Mais il faudrait maintenant qu'il y ait une synergie entre toutes ces structures pour qu'on sache qui importe quoi. C'est très important. On peut le faire. Avec un bon logiciel et un serveur et avec de bons électroniciens, on peut, on peut faire une communication, connexion entre tous ces ministères et même avec les postes frontaliers, le port, l'aéroport et surtout les grands postes frontaliers terrestres pour qu'on sache exactement ce qui se passe.
C'est ce qui se passe au Maroc. Bon, on va en venir. C'est ce qui se passe au Maroc. Nous avons été mis en tutorat avec le Maroc, l'autorité marocaine. On est allé voir comment il fonctionne. Aucun produit, surtout des produits d'une certaine toxicité, ne peut pas entrer au port sans que tous les autres ports ne soient au courant. Et dès que, avant que l'armateur n'arrive, ils ont toutes les données sur l'importateur, la toxicité, tout, et la date et le bateau qui arrive. Le bateau arrive dans le port et immédiatement, il est convoyé. Il ne reste même pas plus de 5 minutes. Le temps qu'il reste, c'est le temps qu'on le sort du bateau et qu'on le charge sur le camion prend la direction de la structure qui doit l'accueillir. On a encore en mémoire le scandale des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire par un bateau. Alors si ce que vous décrivez, si ce mécanisme n'est pas installé, on n'est jamais loin de vivre encore ces genres de scénarios? Oui, on n'est pas loin parce que depuis cet événement, les pays africains ont adopté la convention de Bamako. Cette convention interdit l'importation sur le sol africain de tout produit, de tout déchet dangereux. Voilà comment ça évolue. Donc, mais les dégâts ont été notés en Côte d'Ivoire. Tout le monde en sait. Voilà ces choses. Alors, vous avez effectué des visites dans plusieurs sociétés, des usines et dans certaines administrations. Pouvez-vous nous dire si ces sociétés disposent vraiment de véritables infrastructures de stockage de ces produits chimiques? Bon, M. Boyeva, pour l'instant, nous avons visité que des sociétés ou bien institutions de l'État. On n'a pas encore touché les privés. Alors, à ce niveau, quel constat vous avez fait? Le constat est quasiment le même. À commencer par l'université de Lomé, les laboratoires de l'université de Lomé. Problème d'entreposage. Que ce soit des produits en cours d'utilisation ou bien des produits périmés ou des déchets. C'est quasiment partout. Cela se comprend. C'est des choses qui ont été conçues dans les années 70, 60, des fois même période coloniale allemande. Donc on n'avait pas prévu cela. Et ils sont toujours logés dans les mêmes locaux. Il n'y a pas de magie. On a trouvé ça. Alors, comment faire pour rectifier aujourd'hui le tir? Bon, merci pour rectifier le tir. De toute façon, il faut recenser tous les produits obsolètes, les déchets, et, à mon humble avis, mettre une structure pour les détruire ou bien pour les détruire. Et il y a deux méthodes de destruction, l'enfouissement ou bien l'incinération. Et moi, si on est très pressé, là, il faut trouver des fonds pour pouvoir enfouir ceux qui ne sont pas trop dangereux. Mais ceux qui sont extrêmement dangereux, là, il faut avoir un incinérateur pour le pays. Professeur Bruno Poyodé, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition de journal sur votre chaîne.